Selon les premières estimations des professionnels du secteur, les travaux du Grand Paris pourraient générer 10 à 20 millions de mètres cubes de déchets inertes. Par inerte, il faut comprendre qu'ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, de manière à entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. Du béton, de la tuile, de la brique, de la céramique, des pierres ou de la terre, comment finissent la quasi-totalité de ces déchets de construction et de démolition. Ils sont stockés, comme ici. Là où le paysage était plat, aujourd'hui, une montagne culmine à plus de 20 mètres de haut. Un balai incessant de plus de 500 camions par jour. Mais avec cette cadence effrénée, comment sont contrôlés les chargements ? Bonjour. Alors il me faudrait la deuxième, chef, le double. Les camions se présentent à l'entrée du site avec leur chargement et doivent passer par l'opérateur de saisie qui vérifie que le camion a bel et bien été, que le chantier a bel et bien été autorisé au préalable par nos services d'acceptation et fait un premier contrôle de la qualité des matériaux qui entrent. Pour cela, il se sert d'une caméra qui est située au-dessus du poste de contrôle et qui filme en temps réel donc la plaque d'immatriculation du camion et le chargement de la benne. Ce premier contrôle est important car il nous permet de détecter tout de suite si le chargement présente des éléments suspects en surface de la benne. Mais certaines terres peuvent venir de sites pollués et là, ce n'est pas visible. Donc il existe sur la région Île-de-France des zones qui sont dites potentiellement polluées. Ça concerne principalement la petite couronne parisienne, le secteur d'Aubervilliers, Saint-Denis et d'autres secteurs avec un lourd passé industriel ou chimique. Et ce sont donc des chantiers sur lesquels on a une attention plus particulière dès qu'on sait qu'on va avoir des matériaux. Et ces chantiers doivent nous fournir des analyses très complètes avant acceptation du chantier sur le site pour que l'on puisse s'assurer que les matériaux que nous recevrons seront non seulement non pollués, mais également inertes. Donc tout repose sur l'autocontrôle, la bonne conscience professionnelle du producteur de déchets et celle du gestionnaire du centre de stockage. Sur le site, une infime partie des déchets seront recyclés, comme le fer et le béton, broyés et revendus. Donc ça, c'est du béton recyclé déclassé dans la granulométrie 0,315. C'est un béton recyclé qui est essentiellement utilisé par nos clients pour faire des remblais techniques, donc du comblement de tranchées, des circulations hydrauliques, des drains réalisés. Et nous avons eu une commande par exemple de 6000 tonnes de ce matériau-là récemment pour des remblais techniques sur un chantier. Toutefois, 90% des chargements seront enfouis, considérés comme de la terre. Il y a un deuxième contrôle de la qualité avant l'enfouissement final. Le contenu de la benne est complètement chamboulé et l'opérateur de placement ou le bulliste observe le chargement et vérifie qu'il ne présente pas de matériaux interdits, olfactifs ou simplement d'éléments comme du bois ou des plastiques en grande quantité qui ne sont pas autorisés sur l'installation. Ce sont donc eux, les bullistes, les conducteurs, qui garantissent que les terres sont inertes et non polluées. Un contrôle visuel et olfactif. Aucune autre analyse n'est nécessaire si les conducteurs ne voient rien de suspect. Un contrôle chimique pour chaque camion, économiquement impossible. Ce que demande une association locale de protection de l'environnement, une analyse régulière des lixivias, les eaux de ruissellement. Il peut y avoir des métaux lourds entre autres, ça c'est vraisemblable. Et il peut y avoir aussi de l'arsenic, c'est possible. Bon, les laboratoires, personne ne s'est penché sur ce problème donc dans les statuts de ce fameux type de décharge. Et il serait quand même important même de poser quelques piézomètres, je dirais, et au fur et à mesure de l'avancement, de pouvoir faire une analyse un petit peu de ce que pourrait arriver à la nappe phréatique, de façon à pouvoir prendre des précautions. Pourquoi une telle crainte ? Car, à l'inverse des décharges de déchets ménagers, aucune protection n'est nécessaire pour la nappe phréatique. Notre souhait, ce serait que ce type de décharge ait une bâche plastique comme dans les autres décharges et également qu'on puisse récupérer cette eau et qu'elle soit traitée. Pas de bâche de protection, pas la peine selon la préfecture puisque ces déchets sont inertes. Rappelons que certaines terres viennent de sites pollués, mais la présence d'arsenic, de cadmium, de mercure, de cuivre, de plomb ou d'hydrocarbures n'inquiète pas les autorités si les seuils sont respectés.
De l'arsenic, on en trouve à l'état naturel, par exemple. Voilà, des hydrocarbures, il peut y en avoir à l'état naturel, etc. Donc les seuils, ils ont vraiment été définis de façon à ce que ça ne puisse pas porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé. Mais comment en être sûr ? On peut faire des prélèvements sur site pour contrôler que les déchets qui sont importés sont effectivement conformes à ce qu'on peut admettre dans une installation de stockage de déchets inertes. Des contrôles sur ces fameux lixivia. Toutefois, ils ne sont réalisés au mieux qu'une fois par an. Autre problématique, le grignotage des terres agricoles. La plupart du temps, ces centres de stockage se réalisent sur des terres fertiles. Donc vous avez devant vous l'étendue de la future installation une fois qu'elle sera terminée. Donc, tout d'abord, il y a eu un premier décapage de la terre végétale sur une profondeur d'environ 1,50 m et qui va être entièrement stocké et réutilisé plus tard, stocké sur le sommet de la butte afin d'être réétalé par la suite pour la remise en culture du site. La terre végétale serait donc conservée plusieurs années, ensuite réutilisée 20 mètres plus haut pour recouvrir la montagne. Explication. Nous sommes situés à environ 20 mètres au-dessus du terrain naturel d'origine. Ce terrain naturel a été décapé sur une épaisseur d'environ 2 mètres et ensuite a été complètement réétalé sur 1,50 m d'épaisseur sur les parties qui sont destinées à l'agriculture et sur 50 cm d'épaisseur sur les parties destinées aux plantations forestières et aux vergers. Stupéfiant, comme s'il ne s'était rien passé. Une végétation abondante et une terre agricole prête pour une nouvelle exploitation, une deuxième vie. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Hervé Billet, président de la Chambre régionale d'agriculture d'Île-de-France, est contre. Il n'y a pas besoin de faire l'ENA ou sortir de Saint-Cyr pour dire que lorsqu'on a coupé la communication de la terre arable avec le sous-sol, je ne vois pas comment on peut faire remonter circuler la capillarité ascendante ou descendante de l'eau qui puisse nourrir, dont les plantes ont besoin pour se nourrir. C'est-à-dire qu'en période de sécheresse, comme on n'a pas on a un sous-sol, des horizons de sous-sol qui sont désorganisés, il n'y a absolument aucune réserve d'eau. Mais pour nous convaincre, la société de stockage nous a présenté un agriculteur qui a retrouvé ses terres 20 mètres plus haut. Depuis 2 ans, il refait pousser du blé et semble conquis par l'opération. Bon, si pour l'instant on n'a pas forcément le rendement qu'on avait en bas, mais on va y revenir très vite, dès que la terre sera restructurée, que tout sera remis en place, ça va être très bien, quoi. C'est quoi le rendement alors ? Le rendement, aujourd'hui, il est quand même encore 20% en dessous des récoltes qu'on a sur le plateau en bas, mais très vite, moi j'ai bon espoir qu'on va récupérer le rendement qu'on avait en bas. Hein. Très vite, très vite. En attendant, le blé est revendu comme n'importe quel blé, sans aucun contrôle spécifique. Il ne fait pas l'objet d'une analyse particulière, en ce sens que moi j'ai pleine confiance dans ECT, qui sont très surveillés de ce côté-là, puis c'est pas leur rôle d'aller mettre n'importe quoi ici, ce ne sont que des matériaux inertes, ouais, absolument. Des exploitations comme celle-ci en Île-de-France, il y en a plus d'une vingtaine. Mais la grande majorité est concentrée en Seine-et-Marne. Un déséquilibre qui énerve. Il faut arrêter, je veux dire, ne serait-ce qu'en termes de respect à la fois des paysages, de l'environnement et des gens, des hommes qui en ont assez de se voir entourés de ce type de décharge. Si partout en France, la gestion des déchets est confiée au département, l'Île-de-France est une exception. C'est le conseil régional qui détient cette compétence et il semblerait que la Seine-et-Marne ait été choisie pour le stockage de ces déchets. Aujourd'hui, dans ce département, 10 autres demandes d'autorisation pour ce type d'installation sont en cours.